La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations, la seule chaîne libre dans le monde. C'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites sans cesse et cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition d'Appel sur le continent. Cette émission qui vous permet ce soir de parler des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Bamako applique tout simplement la réciprocité et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec l'un des pionniers de nos émissions, si ce n'est le pionnier. Le président Bandakani est avec nous ce soir. Bonsoir, président Bandakani. Bonsoir, mon cher Bachir. Ben écoutez, pionnier aussi, vous l'êtes. Vous l'êtes. J'ai des souvenirs très actuels, des souvenirs très vivants de ces moments du début, comme on dit, et tout ce qui allait avec. Mais on a travaillé modestement et puis on est arrivé à cette institution aujourd'hui qui est Afrique Média. Ouais. Donc je salue tous ceux avec qui on a fait cette œuvre jusqu'à présent. Chacun ayant de près ou de loin apporté sa contribution. Je salue les techniciens de façon particulière. Sans ces gens bâchés, vous savez qu'on ne peut rien faire ici. Oui. Et vous savez, n'est-ce pas, les efforts qu'ils doivent faire tous les jours pour que les conditions techniques soient réunies pour qu'on soit ici. Je voudrais qu'ils reçoivent ici toute ma reconnaissance et à travers moi la reconnaissance de tous les panélistes. Très bien. Je salue toute la communauté d'Appel sur le continent, communauté d'appelants, n'est-ce pas, qui est attachée à cette émission parce que c'est leur émission. Merci de m'avoir invité dans un moment aussi grave de l'histoire de l'Afrique. Merci d'être là, président Bandakani. Et bien sûr, pour vous accompagner, nous avons deux autres invités sur Zoom, donc en multiplex. Linda Larbaoui, elle est habituée de nos plateaux. Bonsoir, Linda. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et bonne année à monsieur Bandakani. Voilà. Merci. Et bien sûr, il vous renvoie l'ascenseur, il répondra d'ailleurs tout à l'heure. Et bien sûr, on est avec monsieur Eke, qui est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bachir. C'est un plaisir pour moi de participer pour la première fois, n'est-ce pas, à une émission sur Afrique Média. Et je suis heureux de pouvoir apporter ma contribution à partir de ma position ici à Washington. Et voilà, donc j'espère que le débat sera intéressant. Merci. Il le sera certainement. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour la première fois. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président directeur général de The Washington Valuation Group, membre du conseil exécutif de George Washington University School of Business. C'est bien ça? Merci, je vous en prie. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, président Bandakani, Linda Larbaoui et bien sûr, monsieur Eke, je vais vous proposer de planter le décor. Pour ne rien inventer, allons écouter la réaction donc des autorités maliennes après les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. On va les écouter et on revient à vous juste après. Au nom de nos plus hautes autorités, il conviendrait de remercier l'ensemble du peuple malien pour son patriotisme. Communiqué numéro 007 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction les sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Curieusement, au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En outre, le gel des avoirs d'un État
des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliquée par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Concernant la CEDEAO, le gouvernement dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvées par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19. Le gouvernement du Mali invite les populations au calme et à la retenue. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisés. Le gouvernement du Mali appelle à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement du Mali tient à rassurer l'opinion nationale que des dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement normal du pays par tous les moyens appropriés. Au regard des violations répétées des textes, principes et objectifs de ces organisations, le gouvernement du Mali tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de réexaminer sa participation à ces entités. Bamako, le 9 janvier 2022. Merci de votre très aimable attention. Voilà donc, c'était le porte-parole du gouvernement malien. Et bien sûr, alors je voudrais commencer quand même par avoir une lecture de vous, Monsieur Eke, depuis Washington. Comment vous appréciez ce bras de fer entre le Mali et les institutions sous-régionales qui finalement ont abouti à ces sanctions et à la réciprocité appliquée par le Mali? Écoutez, je voudrais déjà saluer tous vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Je crois que c'est une chaîne qui a changé un petit peu, n'est-ce pas, le visage, n'est-ce pas, de la télévision, si on peut dire ainsi, en Afrique. Donc, j'aimerais pouvoir saluer tous ces téléspectateurs-là et leur dire combien nous apprécions, n'est-ce pas, les efforts que votre équipe et vos techniciens, vos panélistes réguliers, n'est-ce pas, fournissent pour éduquer, n'est-ce pas, le peuple africain. Alors, de ma position ici à Washington, bon, on va dire que nous n'avons pas assez d'informations, mais on essaie de grappiller ici et là pour avoir des informations sur ce qui se passe, surtout ceux qui sont intéressés par, n'est-ce pas, l'évolution, les changements majeurs qui s'opèrent sur le continent africain, comme moi-même et d'autres personnes également. Donc, ce que je vais dire par rapport à ce cas spécifique du Mali, c'est qu'il est clair que il y a un complot, n'est-ce pas, ou une stratégie, n'est-ce pas, du monde occidental pour soit recoloniser l'Afrique, soit maintenir l'Afrique dans cette situation de dépendance, une situation qui ne fait pas avancer l'Afrique, une situation qui la maintient dans une
une position de consommateur et empêche tout développement sérieux. Alors, les initiatives de certains chefs d'État ou certains gouvernements, comme celui du Mali, n'est-ce pas, vont tout à fait à l'encontre, n'est-ce pas, des intérêts occidentaux. Et donc, nécessairement, ça pose un conflit. Et étant donné que les pays n'ont pas d'amis, n'est-ce pas, ils n'ont que des intérêts, eh bien, il est opportun aujourd'hui que le peuple malien, n'est-ce pas, un peuple millénaire, hein, n'est-ce pas, qui existe, n'est-ce pas, bien avant tous ces pays occidentaux-là, puisse, n'est-ce pas, prendre les choses à la mesure, n'est-ce pas, de la dimension, n'est-ce pas, de la tâche qu'ils ont et qui pourra permettre comme ça à d'autres pays africains, n'est-ce pas, de se libérer. On a déjà vu, n'est-ce pas, un exemple en République centrafricaine, n'est-ce pas, et ceci, celui du Mali n'est pas tout à fait identique, il est peut-être plus sérieux parce que c'est tout un environnement, c'est toute une région qui s'oppose à une décision ou à des décisions d'un État souverain, ce qui est tout à fait inacceptable. Voilà, donc je crois que sur le plan, n'est-ce pas, des sanctions qui ont été prises, il faut dire que le Mali doit faire ce qu'il doit faire pour exister. Donc voilà un petit peu pour un premier départ. Monsieur Eke. Alors, je voudrais passer la parole à présent à Linda Larbaoui. Linda, dimanche déjà dans Géopolitique, on essayait de voir les solutions, en tout cas comment dirais-je, les possibles solutions que le Mali pourrait avoir face à ce genre de comportement de la CEDEAO, et vous me parliez de ce rapprochement et du renforcement de la coopération avec l'Algérie qui a accepté non seulement ouvrir ses frontières pour laisser passer les vols en provenance de la Russie qui alimente, j'allais dire, le Mali. Ça, c'est entre autres, hein, vous nous avez dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, alors quelques heures plus tard, on apprend tout simplement que la CEDEAO a pris des sanctions très très dures vis-à-vis du Mali, fermeture des frontières, rappel des ambassadeurs, rupture de toute relation commerciale avec le Mali, etc. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Écoutez, Bachir, deux jours avant notre émission, j'avais dit que le Mali est en train de faire en sorte de sortir de la CEDEAO. Et le temps me donne raison, pour la simple raison que la CEDEAO ne lui apporte rien. Ce que je peux dire à nos amis maliens et au Mali, bienvenue dans le clan des pays stigmatisés et sanctionnés. Quand on prend l'exemple des pays stigmatisés et sanctionnés, nous avons l'Algérie. L'Algérie, en 1996, quand il y a eu les attentats de Marrakech, aujourd'hui, c'est prouvé que c'est le Maroc qui lui-même a fait ces attentats pour impliquer l'Algérie dans le terrorisme et que l'Algérie soit sanctionnée doublement. Elle l'était déjà depuis peu de temps. Il y a encore 2 mois, on a extradé un Marocain de France, on l'a extradé vers le Maroc pour ces attentats-là. Il y a eu la Chine qui était sanctionnée, la Russie, l'Iran. Il y a pas mal de pays. Donc, ce que je souhaite aux Maliens, c'est de s'en sortir et ils vont s'en sortir. Aujourd'hui, Bachir, quand on m'a envoyé la thématique, j'ai renvoyé à Afrique Média quelques éléments prouvant ce que je dis. J'aime bien prouver ce que je dis parce que je ne parle pas juste comme ça, j'ai des informations, je vais à la chasse à l'information. Il y a le fameux accord qui est en train de se faire, Grand Maghreb, pays du Sahel. Ça a commencé, ça a démarré. Ça donne une autre envol au Mali. Il tourne le dos à tous ces pays qui ne veulent pas s'affranchir. Et aujourd'hui, le Mali est en train de payer le prix de sa liberté. Il faut bien qu'il y ait un prix, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. C'est ce qu'il est en train de payer. Donc, il faut savoir que depuis déjà, je crois, 3 mois, il y a des avions militaires qui alimentent le Mali par l'Algérie. C'est des aides humanitaires
D'ailleurs, ils ont annoncé que par rapport à tout ce qui est humanitaire, ils vont pas être touchés parce qu'il y a déjà ça. Le Mali ne peut pas acheter, ne peut pas. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Par contre, il y a une solidarité. La Mauritanie a ouvert ses portes, la Tunisie a ouvert ses portes. Il y a même la Libye, puisqu'il y a une frontière d'Ebdeb qui est ouverte entre l'Algérie et la Libye par rapport à ce projet. Donc le Mali aujourd'hui, pour moi, il se porte très bien. Il est en train de payer le prix pour en finir une fois pour toutes et avec le franc CFA et avec la France-Afrique. Et le Mali a d'autres partenaires en dehors des pays africains. Il y a la Russie qui est là, il y a la Chine aussi qui est là, c'est pas négligeable, mais il y a l'Iran aussi. L'Iran qui est très présente en Afrique par la communauté libanaise chiite. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et tout ça, c'est des pays qui commercent et qui ont les moyens. Ils se sont donné les moyens pour en finir avec les sanctions. Et le Mali a aujourd'hui des alliés qui sont sanctionnés par l'Occident et ce n'est plus l'Occident qui l'intéresse. Donc tant mieux pour eux. Alors, on note tout simplement plusieurs grandes informations, notamment cette alliance Grand Maghreb, pays du Sahel. Le Mali a déjà une ouverture par là. Merci Linda pour cette information, mais aussi ces pays que vous avez cités qui ont laissé leurs frontières ouvertes pour le Mali. Eh bien, président Bandakani, aujourd'hui, par ces sanctions, les autorités maliennes, qu'est-ce qu'elles payent? Est-ce le prix de leur durée au pouvoir, comme le prétend la CEDEAO, ou alors le prix de leur affirmation en tant qu'État souverain? Le Mali est en train de passer par le chemin qui est le propre, n'est-ce pas, de tous les pays qui ont recherché leur émancipation de l'abjection occidentale et ses relais locaux. Oui. Bachir, ça fait longtemps ici que je parle d'abjection. Vous savez que l'abjection, c'est le mal dans son essence. Oui. Mais quand on parle du mal dans son essence, il est aérien, il est invisible. Ce mal-là, il est invisible. Mais là, l'Afrique, que ce soit l'esclavage, que ce soit les séquences de la colonisation, du néocolonialisme et du néo-esclavagisme mondialisé, n'est-ce pas, ou globalisé, le mal s'est toujours matérialisé, sa figure concrète, n'est-ce pas, la forme que le mal prend en Afrique, c'est, n'est-ce pas, la constellation sociopolitique, n'est-ce pas, constituée par un certain type, entre guillemets, je précise, de président, un certain type d'intérêt économique, d'autorité morale, mon cher Bachir, qui ont pour seul dénominateur d'être des créations de l'ennemi du continent africain, de l'Occident, d'être les créations de l'Occident, et dont la principale raison d'être est de détruire le continent africain, Bachir. C'est ce que j'appelle l'abjection. C'est-à-dire c'est le mal absolu, Bachir. Ce mal-là, on ne collabore pas avec ce mal-là. On le détruit, ce mal-là. On s'organise pour le détruire. J'ai indiqué ici depuis 10 ans qu'une des figures majeures de l'abjection, c'est ce qu'on appelle président de la Côte d'Ivoire. Je dis bien ce qu'on appelle. Et comme on nous oblige à appeler président de la Côte d'Ivoire. Et ça se manifeste aujourd'hui dans ce qu'on vient de voir avec la CEDEAO, qui est pris en otage par l'ennemi du continent africain, ce nègre à la peau noire qu'on appelle M. Ouattara, instrument du criminel qui est à l'Élysée, et lui-même qui n'est qu'un instrument, n'est-ce pas, du mondialisme international qui a programmé la recolonisation du continent africain, mon cher Bachir. On dit ça depuis 10 ans. Et beaucoup d'Africains ont dit, oh, peut-être on est excessif, on ne connaît pas la diplomatie, Bachir. Mais non, vraiment, il faut parler avec courtoisie parce qu'on a affaire à des chefs d'État. Et bien maintenant, il faut que l'histoire s'accélère comme ça pour que les Africains soient obligés de s'interroger sur qu'est-ce qu'on appelle un chef d'État. Est-ce qu'il suffit que la France mette des costumes sur des vauriens, des bandits, et qu'on nous oblige à aller t'appeler président? Il faut qu'on gère ça. Parce que si vous n'avez pas réglé ça, vous vous couchez devant le communiqué de la CEDEAO. C'est un communiqué signé par 15 fois 10 ans président, non? Alors, et comme les présidents sont des gens qu'il faut respecter à tout prix, quand un président parle vraiment, c'est un chef d'État.
Il représente des choses extraordinaires. Il faut faire attention. Ben écoutez, taisons-nous et couchons-nous devant la CEDEAO. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que j'appelle l'abjection. L'abjection. Ça atteint ce niveau-là en Afrique aujourd'hui. Il faut que les Africains... C'est très bon ce qui se passe là, Bachir. On en parlait en off, depuis les semaines, je te le dis, que ça va arriver, et c'est très bon, Bachir. Donc, l'histoire, qui est l'autre nom de Dieu, est simplement en train de nous placer devant notre responsabilité historique. Est-ce qu'on est capable de faire l'histoire? L'histoire, c'est la succession de ruptures, Bachir. Moi, je n'ai pas encore vu des ruptures qui se sont faites par la diplomatie, et le fait qu'on se couche devant un ordre établi qui en plus est abject. Bachir. Qui fait respecter les présidents, tout le monde sait ça. Qui fait respecter les institutions, tout le monde, on n'a pas ça à personne. Mais quand les institutions se retournent contre l'objet de leur résistance, pour devenir des couvertures de mafia, de brigandage, de banditisme d'État, de liquidation d'un continent, on ne peut plus respecter ces genres d'institutions, Bachir. C'est impossible. Si vous faites ça, vous n'avez aucun... Vous n'êtes ni dans le droit, vous n'êtes ni dans la morale, vous n'êtes ni dans l'éthique, encore plus, vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous êtes du côté de l'abjection, mon cher Bachir. Les choses sont claires. Donc, quand j'ai dit ça, pour continuer la brillante analyse de notre sœur Linda Labawi, à qui j'ai dit bonne année aussi, meilleurs vœux, et dans le sens de notre ami Eke, n'est-ce pas, qui est apparemment très modéré, mais sérieux dans ce qu'il dit, on voit les choses de très claires. Je dirais simplement ceci, commençons par faire une analyse très rapide sur ce qu'il y a derrière ce communiqué, ce qu'il vaut, ce que valent ces sanctions. J'ai dit depuis 3 semaines que l'Occident, c'est-à-dire la France, constatant que le face-à-face avec les Africains étant le monde entier la laideur de l'État français, qui est un État criminel, n'est-ce pas? Et que le monde entier voit que ça vaut plus la peine parce que, bon, le monde entier peut savoir que tu es un voleur la nuit. Et comme le monde est dirigé par des voleurs, on fait semblant de ne pas voir. Mais quand tu attrapes en plein vol, quand tu es en train de voler le jour, même tes patrons voleurs, qui la nuit volent avec toi, vont dire qu'on ne te connaît pas, même pas honte. Donc la France est devant cette situation depuis. Elle a décidé, et c'est ce qui devait arriver, sauf pour les naïfs, que il faut que rapidement ça soit une affaire de nègres et de nègres. Pour qu'elle continue à aller vendre sa chimère à ses amis de la communauté internationale. Et Macron l'a dit. Macron a dit, le Mali n'a pas affaire à la France, mais avec ses voisins. Et je t'avais interpellé sur ça, Bachir. Que c'était un tournant, tu verras la suite. Donc, alors, il faut que la CEDEAO offre à la France, qui est le patron de tout ce qu'on appelle le président, cette cohorte de soi-disant président, il faut que cette CEDEAO offre à la France quelque chose qu'elle peut aller présenter. Bon, c'est du bluff, hein. Elle peut essayer, ça ne marche pas. Mais pour moi, vous voyez maintenant, c'est la CEDEAO qui a parlé. Et d'ailleurs, dans le communiqué, vous lisez comment la CEDEAO supplie les Nations Unies. Hein, elle supplie les Nations Unies parce qu'il faut lire tout ça. Elle supplie. Il ne faut pas qu'on dise que nous, on raconte n'importe quoi. Le chef d'État supplie la communauté. Voilà. La conférence des chefs d'État a en outre appelé l'Union africaine, les Nations Unies et les autres partenaires à soutenir le processus d'application de ces sanctions et à continuer d'apporter leur soutien à une transition politique acceptable. Il faut bien lire un communiqué avant de... Donc vous voyez très bien qu'eux-mêmes cherchent des soutiens. Ils ne sont pas sûrs. Ils appellent l'ONU, ils appellent l'Union africaine, n'est-ce pas, de soutenir. Ils ne sont pas sûrs. Et ils n'auront pas le soutien à ces gens-là. Ils n'auront pas. Pourquoi vous semblez très sûr de vous quand ils n'auront pas ce soutien? Non, c'est inacceptable, ils n'auront pas. La plupart de ces chefs d'État appartiennent aussi à l'Union africaine, par exemple. À l'ONU, ils vont passer. La Chine et la Russie ne vont pas accepter. Donc pour l'ONU, c'est classé. Bon, l'histoire qu'on appelle l'Union africaine, organisation vaurienne, comme je dis depuis des semaines, bon, on dit que quand vous voyez sa structuration, il faudra maintenant avoir l'accord de tous les chefs d'État et de tous les présidents. Ce n'est pas évident. Beaucoup de présidents, en dehors de ceux que la France a revêtu de costume de président de la CEDEAO, quoique beaucoup de présidents sont prêts à aller dans un truc comme ça, même pour leur par simple intérêt. Monsieur Eke tout à l'heure vous a dit qu'entre les nations, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Vous croyez que les intérêts de tous les présidents de l'Union africaine qui vont siéger à la conférence des chefs d'État, c'est qu'on fait la bagarre sur le Mali? Non, pas du tout. Pas du tout, Bachir. C'est déjà dans la sous-région, la Mauritanie, n'est-ce pas? Elle vous a dit, elle vous a rappelé. La Mauritanie. Et même le Nigeria, parce que quand vous lisez
Le Nigeria se fait représenter par un vice-président. Ça a une signification sur le plan diplomatique. Oui. C'est une signification qu'un pays se fasse représenter à un sommet aussi important par son vice-président. Qui va engager le pays comment? Il n'est pas le président, il va engager le pays comment? À ce niveau. C'est une signification diplomatique, le fait que le Nigeria se soit fait représenter par son vice-président. Et le Nigeria n'est pas n'importe qui dans la CEDEAO, mon cher Bachir. Je vous rappelle que le Nigeria a un problème sérieux avec le rebelle devenu président en Côte d'Ivoire, qui a marché sur des milliers de morts en Côte d'Ivoire, qui a tué les Ivoiriens pour être président. Ce tueur, mon cher Bachir. Allez, président. Ne m'arrêtez pas. Allez, le mot, il est très dur. Non, non, non. Le mot, il est très dur. Je vous dis, Bachir, oui. ce tueur, oui. un problème sérieux. Il a engagé l'UMOA dans son Wacron, c'est-à-dire l'écho qu'il a créé avec Macron, qui s'appelle le Wacron, en disant qu'il parlait au nom de tous les chefs d'État. Or, le Nigeria et même le Ghana, bien que le président du Ghana le dit lui-même, c'est un petit mercenaire, vous comprenez, ils ont dit que mais cette affaire-là, ce monsieur les engage sans leur avis, il a consulté personne. Vous comprenez très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que l'outrecuidance de ce monsieur, qui n'est qu'un petit esclave de Paris, n'est-ce pas, qui a pris l'habitude d'engager les présidents. Donc à partir du Wacron, mon cher Bachir, qui a échoué, et donc c'est renvoyé en 2027, c'est un mort-né. Oui. Alors à partir du Wacron, vous voyez très bien les dissensions qu'il y a au sein de la CEDEAO, et qui ne peut pas être réglées par un communiqué, n'est-ce pas, de sous-préfet, et de petits valets de service, n'est-ce pas, qui par un communiqué vont régler ça. Alors peut-être avant de vous reprendre la parole, je suis toujours avec vous. Oui. Mais malgré ces dissensions au sein de l'UMOA, et nous restons dans l'UMOA cette fois-ci, il y a quand même que dans les sanctions, il y a le gel des avoirs des autorités maliennes, le gel des avoirs de toutes les entreprises publiques et parapubliques maliennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ça fait quoi? Il s'agit quand même de... Non, là, vous m'obligez à entrer dans le bluff. Oui. Hein, oui. Vous dites que bon. D'abord, c'est du bluff. Oui. C'est du bluff. Le jet des avoirs maliens, ça représente quoi? Mais le Mali a quand même ses avoirs dans la BCEAO. Oui, il y a les avoirs, mais on peut s'en passer, puisqu'il s'en passe depuis. Parce que je vais vous démontrer à quoi c'est un bluff, très rapidement. C'est un bluff parce que... pendant que le Mali, tout à l'heure, Madame la Barue vous a dit que la CEDEAO apporte quoi au Mali, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Avant que la CEDEAO ne fasse sa sorcellerie là, elle apporte quoi au Mali? Avec la CEDEAO, le Mali vivait bien. Bachir, allons-y très seulement. Avec la CEDEAO, le Mali a été occupé, son territoire parlant évidemment, a été occupé à 80% par les terroristes. Est-ce que vous le savez? Moi, je pose une question. Quand le territoire est occupé à 80% par les terroristes, les populations la vivent bien, mon cher Bachir. Parce qu'à ce moment-là, quand il y avait toutes ces choses-là, les avoirs du Mali étaient toujours dans les banques, disons, de ce machin qu'on appelle... oui. Ce machin qu'on appelle le BCEAO, cette institution de la honte là. Mais le Mali, son territoire était occupé à 80% par les terroristes. Qu'a fait la CEDEAO? Vous croyez que le Mali va vivre plus mal que la vie qu'elle mène depuis bientôt 8 ans? Le pays occupé par les terroristes, les conditions de vie de la population complètement détériorées. Vous croyez que les sanctions de la CEDEAO vont empirer quoi, Bachir? Il n'y a rien. C'est du bluff. C'est du bluff, Bachir. C'est du bluff parce que, il supplie d'autres instances, écoutez bien, il supplie l'Union africaine, l'ONU et les institutions partenaires. C'est eux qui disent, c'est pas nous, c'est le communiqué officiel, Bachir, c'est écrit. Faut lire ça. Alors, il les supplie pour qu'ils intègrent les sanctions dans leur démarche. Est-ce qu'ils disent? Autrement dit, si ces institutions n'intègrent pas les sanctions, qu'est-ce que ça va devenir? Ça ne vaut rien. Est-ce que vous écoutez? On vous a déjà dit que la Mauritanie, l'Algérie ont déjà créé un axe pour soutenir le Mali. Donc c'est nul de fait. Et allez interpréter allez le communiqué du gouvernement du Mali. Il faut le communiqué. Il faut lire. Les choses sont claires. Quand vous lisez, ils disent qu'ils ont les dispositions sont prises depuis très longtemps pour garantir l'approvisionnement du pays. Et je te disais l'autre jour en off que le Mali, à l'heure actuelle, le Mali, quand il vend un produit à quelqu'un de l'étranger, tu lui verses l'argent directement. Bon, alors, bon, je vous ai pas dit ça. Et c'est comme ça que le Mali fonctionne depuis qu'il est sous sanction de ces gens-là. Parce que c'est pas... Toutes les sanctions là, c'est quoi? Elles sont pas nouvelles, Bachir. Elles sont pas nouvelles. L'autre argument, Bachir, qui montre que
Vous avez... C'est du bluff. Pourquoi? Bachir, ces sanctions-là sont toutes illégales et illégitimes. Elles sont illégitimes parce qu'elles violent tous les principes de la CEDEAO. Je dis tous ces principes fondateurs, Bachir. Deuxièmement, elles sont illégales. Pourquoi? Je vous le démontre en quelques secondes, Bachir. Parce qu'il faut qu'on commence par ça pour que nos arguments soient respectés. Qu'on ne dise pas qu'on fait de l'opinion, simplement, mon cher Bachir. 1. La CEDEAO, mon cher Bachir, est une organisation, c'est une organisation interétatique. En droit, ça a une signification. Les gens se comportent là comme si on avait fait une institution supranationale. Oui. Écoutez bien, supranationale. La CEDEAO est une institution interétatique. Ça veut dire interétatique? Interétatique. Donc, ça dit que qui est chargé de la coopération économique, tout ce que vous voulez. Bref, on a fait une communauté. Oui, ça fait une communauté économique et maintenant, on a élargi ça à une charte politique de la démocratie et de la gouvernance, mon cher Bachir. En droit, une institution interétatique ne peut pas faire ce que la CEDEAO est en train de faire. Même quand on parle de supranationalité, si vous allez à l'ONU, la supranationalité est basée sur la reconnaissance de la souveraineté des nations. Oui. Intangible. C'est l'article 2 des Nations Unies. Est-ce que ça explique donc pourquoi le communiqué du gouvernement malien qualifie cela d'illégitime et illégal? Mais vous avez tout compris. C'est-à-dire que la CEDEAO sur le plan de la légalité est... Oh, c'est-à-dire que c'est très grave. Parce que dans aucun de ces tests, il n'est prévu de faire ce qu'elle est en train de faire là. Si quelqu'un a ces tests-là et que ça peut démentir ce que je suis en train de dire, Bachir, si on fait un débat. En tout cas, le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Vision. Oui. C'est-à-dire les tests de la CEDEAO ne donnent pas le mandat à cette conférence de faux présidents de faire ce qu'ils ont fait, Bachir. À partir du moment où vous avez affaire à une organisation interétatique, mais Bachir, l'interétat, c'est quoi? C'est que quelques États donnent à une institution, n'est-ce pas, interétatique, n'est-ce pas, quelques pouvoirs, quelques moyens pour agir en leur nom. Mais jamais la souveraineté de déclarer la guerre à un pays membre. Parce que c'est comme c'est une déclaration de guerre. Quand vous le lisez. Alors, dites-moi, alors, on ne remplace pas la faiblesse ou bien le fait que l'interétatisme, vous comprenez? Le fait que l'interétatisme ne vous donne pas le pouvoir légal de faire ce qu'on fait, par une conférence de présidents qui, parce qu'ils sont conférences de présidents, se réunissent au nom de la politique, violent les principes fondamentaux de la CEDEAO. C'est cela qu'il s'agit. C'est de l'escroquerie. Parce que la France qui est derrière tout ça pense que nous, les Africains, seraient effrayés par le fait qu'on a vu 15 présidents qui ont signé un communiqué. Ça nous fera peur. On dit 15 présidents ont signé un communiqué, ça nous fera peur. 15 présidents. Le président du Ghana, le président de la Côte d'Ivoire, le président du Niger, le président de la Sierra Leone, le président de machin Libéria. Ça va nous effrayer, n'est-ce pas? On va se coucher. Bachir, c'est illégal. Très bien. C'est parce que c'est illégal que l'Union africaine ne peut pas valider un pareil document, mon cher Bachir. Parce que c'est illégal. Et basé sur une méconnaissance de l'évolution géopolitique du monde que l'ONU ne peut pas. Mais ce que la France espère, je terminerai par là pour mon premier jet. La France, ce qu'elle veut, c'est quoi? La France croit qu'elle va bâtir une coalition occidentale face à la Russie. Et qu'une fois que la Russie aura affaire à une démarche de la sous-région au niveau des États, n'est-ce pas? Parce que, écoutez bien, on a jusqu'à dire au Mali que la CEDEAO va activer sa force militaire en attente. Vous n'avez pas suivi ça? Oui. Ce qui est encore très grave, Bachir. C'est-à-dire que la CEDEAO a une force militaire en attente, capable d'aller faire la guerre au Mali, capable d'aller faire de l'interposition au Mali. Mon cher Bachir. Mais alors moi je demande, mais pendant qu'un pays membre de la CEDEAO a 80% de son territoire occupé par les terroristes,
Mais que faisait donc la CEDEAO? Où était la force militaire de la CEDEAO? Eh bien, on prend cette question pour poursuivre. Merci, président Badakani. Je viens pour vous démontrer comment tous les 15 présidents qui ont signé ça sont des criminels. Merci, président Badakani. Allez, le standard est ouvert, mais comme vous le savez, c'est appel sur le continent. On n'a plus que 40 minutes. On va aller rapidement avec monsieur Eke. Je reviens à vous. Alors, on a écouté les interventions des uns et des autres. Peut-être avez-vous une réaction, mais ma question serait aussi de savoir comment vous appréciez le principe de réciprocité appliqué par les autorités maliennes. Alors, Bamako décide aussi de rappeler ses ambassadeurs de tous les pays membres de la CEDEAO et suspend tout dialogue d'ailleurs avec cette institution, ferme ses frontières aériennes et terrestres avec les 10 pays, se réserve, et c'est encore plus important, le droit de se retirer de la CEDEAO dans les jours à venir. Écoutez, c'est fascinant ce que mon prédécesseur, je vous en prie, excusez-moi, mon prédécesseur, le président Badakani a expliqué, parce que il maîtrise apparemment très bien le sujet, et bon, étant dans cette position où je suis, je n'ai pas nécessairement de très... Je vous en prie, merde, qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone-là? Ok, je vous en prie, excusez-moi. Alors, donc, je pense que tout État a le droit, n'est-ce pas, d'user de tous les moyens possibles pour se protéger contre toutes sortes de menaces, n'est-ce pas, qui peut lui porter préjudice. Et nécessairement, dans ce cas, n'est-ce pas, le Mali, malgré, n'est-ce pas, sa position qui est un peu très compliquée puisqu'elle n'a pas accès à la mer et dépend des autres pays pour pouvoir commercer et faire un certain nombre de transactions. Heureusement que ce n'est pas tous les pays, n'est-ce pas, qui sont dans son environnement immédiat, c'est-à-dire tous ces pays voisins qui soutiennent, n'est-ce pas, ces sanctions de la CEDEAO. Il y a justement, on a parlé de l'Algérie et de la Mauritanie. Et on sait que l'Algérie a une très grande frontière avec le Mali, donc ça lui permet au Mali, n'est-ce pas, de pouvoir avoir, n'est-ce pas, des possibilités de ravitaillement en biens dont il aura besoin. Donc, je crois que le principe de réciprocité dont vous parlez, je crois que c'est tout naturel, hein, à mon avis, ici. N'est-ce pas, un pays qui est menacé par des terroristes, qui prend une décision de faire venir, n'est-ce pas, des partenaires pour l'aider à lutter contre ces terroristes, n'est-ce pas, on va dire terroristes entre guillemets, et puis que les autres pays africains qui sont sous la même menace s'opposent à ce pays-là, il y a problème. Il y a problème. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, le Mali? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Et c'est la même situation qu'on a observée avec la République centrafricaine. N'est-ce pas? On a accusé une organisation qui s'appelait Wagner, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'être intervenu pour résoudre le problème d'insécurité qui existait dans ce pays. On voit que le pays, depuis un certain temps, n'est-ce pas, n'a plus... enfin, sa situation s'est nettement améliorée. Et donc, le pays peut maintenant penser à se développer. Donc, c'est la même situation que le Mali, n'est-ce pas, est en train de traverser et les mêmes mesures qu'elle est en train de prendre pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir de cette ornière avec tout ce que cela a comme complexité sur le plan diplomatique et sur le plan des relations avec les différents, n'est-ce pas, pays et partenaires à travers le monde. Donc, c'est de bonne guerre, à mon avis. Le Mali devra... eh bien, si elle est attaquée de cette façon, elle doit réagir de la même façon pour se faire respecter et pour montrer au monde entier que c'est un pays sérieux. Voilà, donc je crois que c'est ça. Donc, rappeler ces ambassadeurs dans tous ces pays-là, à mon avis, c'est une forme de protestation également. Alors, le président Badakani a parlé tout à l'heure de bluff, etc. Bon, à ce niveau, je ne peux pas mesurer l'impact, n'est-ce pas, de ces sanctions, mais je pense que le Mali doit prendre les mesures nécessaires ou avoir
j'espère que ces dirigeants ont anticipé, n'est-ce pas, sur ces sanctions et mis en place, n'est-ce pas, des stratégies pour pouvoir contourner ces sanctions-là, effectivement, pour que, n'est-ce pas, le résultat attendu de ces sanctions ne soit pas réalisé. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut asphyxier ce pays et l'obliger, n'est-ce pas, à céder sa souveraineté et donc, n'est-ce pas, faire le lit ou bien alors faire, n'est-ce pas, comment dire ça, être soumis, n'est-ce pas, au diktat de ces pays occidentaux avec leurs partenaires africains. Alors, donc, c'est là le problème. Et il faut que le Mali, je pense que il y a des gens sérieux là-bas qui ont réfléchi à ces sanctions, qui ont anticipé ces sanctions et qui certainement ont des mesures. Alors, nous avons des idées par rapport aux mesures que le Mali peut prendre pour contourner ces sanctions ou plutôt amenuiser l'impact. Donc, je crois que c'est des choses qu'on va discuter. Je ne sais pas si c'est à ce moment qu'on peut discuter de cette solution-là, mais vous me direz le moment venu. Voilà. Minutes, comme ça, on prendra pourquoi pas 2-3 minutes pour essayer de proposer aux Maliens qui nous suivent les solutions, les pistes de solutions. Je reviens à vous. Merci, monsieur Eke. Alors, avant de retourner vers Linda Larbaoui, j'ai 2-3 appelants ici. On va souffrir de les écouter très rapidement avant de revenir vers Linda. Et donc, Ange Soro nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Ange Soro. Ange Soro, bonsoir, vous nous écoutez? D'accord, on va laisser notre ami ivoirien, certainement il n'a pas le retour. Et donc on va vers Peter, il nous appelle d'Écosse. Bonsoir Peter. Peter, bonsoir. Allez, des petits soucis avec notre standard, on va régler cela rapidement et ça nous permet donc d'aller vers Linda Larbaoui. Linda, je me retourne vers vous justement sur ces réactions de... je salue tous vos invités. D'accord, Peter est là, on va l'écouter. Bonsoir Monsieur Bachi. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Allez, messieurs, réglez tout cela avant de nous passer les appels. Réglez tout cela. Allons vers Linda Larbaoui. Linda, on a écouté vos prédécesseurs sur plusieurs aspects et j'essaye un peu de parcourir les différents axes du communiqué du gouvernement malien et je constate que l'État malien dénonce un braquage de la CEDEAO et de l'UEMOA avec le gel de ses avoirs. Il dénonce également les chefs d'État de la CEDEAO qui, selon lui, sont instrumentalisés par des puissances étrangères. Mais plus grave, et quand je regarde cela, le Mali considère comme une agression et se défendra concernant l'arrivée de la force en attente de la CEDEAO. Comment vous appréciez tout cela? Oui, c'est une agression. Et c'est pour ça que le Mali répond déjà avec ce qu'on appelle la réciprocité. Ça me fait penser à l'Algérie qui a toujours appliqué la réciprocité. Si on prend l'exemple des pays où vont les Occidentaux sans visa en Afrique, faites le compte, vous allez voir. Eh ben, en Algérie, quand un Français ou un Américain ou un Anglais ou un Allemand veut partir en Algérie, il lui faut le visa. Et ce que demande son gouvernement à nos ressortissants, eh ben, l'Algérie le demande à ces ressortissants-là. Donc c'est très très important ce qui se passe. Par contre, comment les Maliens le prennent? Ils le prennent très bien. Ils le prennent très bien parce qu'ils avaient déjà préparé leur coup et ils savaient ce qui allait se passer. Vous savez, il faut aussi qu'on dise que nous, à notre niveau, on a les informations à droite et à gauche comme ça, par la presse, par ce qui se dit et les non-dits, parfois on arrive à deviner. Mais les pays, ils ont quand même leur service de sécurité, ils ont des informations.
il y a très très peu de temps, il y avait le ministre malien en Algérie, il a parlé de beaucoup de choses en 5 minutes. Il a parlé des liens, il a parlé de la politique, il a parlé du soutien, en réalité, il a tout expliqué. Aujourd'hui, pour dire au monsieur qui est avec nous, il y a 1300 kilomètres de frontières avec l'Algérie, c'est pas négligeable. L'Algérie, aujourd'hui, après le Hirak, c'est plus l'Algérie d'avant, c'est plus Saïd Bouteflika qui disait oui et non à l'Élysée, à tout va. C'est terminé tout ça. L'Algérie, c'est l'Algérie des années 70. Donc, on a repris tout ce qui était fait par Boumediene Sage, je le dis à M. Bondakani aussi, à tous les panafricanistes. Là où on s'est arrêté dans les années 70, on a tout repris. Le panafricanisme de l'époque et le soutien des pays du Sahel aussi, ça fait partie. Quand je parle de M. Modibo Keïta, paix à son âme, c'était un visionnaire, il était le premier à voir plus clair par rapport au Sahel et c'est lui qui a permis à l'Algérie d'ouvrir un front à Kidal. Et pour donner aussi notre information, à l'époque, c'était la Guinée qui avait payé les armes pour les Algériens parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Il y avait déjà une solidarité pour libérer le Sahel. Aujourd'hui, nous sommes à ça. Aujourd'hui, le Mali a des soutiens qu'il a créé lui-même en réalité dans les années 60. C'est le Mali qui a ouvert cette branche qui lui est ouverte aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des pays qui le soutiennent, il y a des pays qui sont plus ou moins libres, comme la Mauritanie ou la Tunisie, ou en dehors de ce qui se passe en Libye, c'est quand même une frontière qui pourra lui servir. Mais il y a l'Algérie qui tourne le dos complètement aujourd'hui à la France. Et je me permets de dire que en ce moment, depuis hier, ça a commencé par rapport au Mali, justement, il y a la presse française qui se déchaîne sur les Algériens parce qu'ils veulent récupérer le couloir aérien, mais le non, c'est non. Ce couloir était ouvert pour les Maliens, il restera ouvert pour les Maliens, il y a un soutien qui est là. Mais ce soutien, on ira jusqu'au bout. Parce que le salut du Mali, c'est le salut de l'Algérie. On ne peut pas exclure un pays d'un autre. Même la Mauritanie est consciente aujourd'hui. Il y a eu une vingtaine d'accords signés avec l'Algérie. Le président mauritanien était en Algérie la semaine dernière. La semaine d'avant, c'était le président Tebboune qui était en Tunisie. Il y a 27 accords qui sont signés. Et tout ça, ça englobe le Sahel aussi. Donc aujourd'hui, les Maliens ne s'inquiètent pas. Je suis persuadée qu'ils ne s'inquiètent pas parce que le coup était déjà prévu par rapport à tous les éléments que je réunis depuis quelque temps. Les Maliens, ils peuvent être approvisionnés, c'est un pays enclavé certes, mais le Mali, vous savez, il y a une chose que les gens devraient comprendre. Quand on est libre, on ne peut pas se mettre avec des esclaves. Pour le moment, les gouvernements, je ne parle pas des peuples, je parle des gouvernements. Tous les gouvernements de la CEDEAO, c'est des gouvernements d'esclaves et puis c'est des gouvernements qui répondent à des agendas étrangers. Au Mali, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont là, des jeunes patriotes, des jeunes qui aiment leur pays, qui aiment l'Afrique, mais qui disent stop, nos richesses, on s'en charge. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a le système des trocs. Voilà, je donne tel produit, en contrepartie, j'ai un autre produit. Moi, j'ai connu ça dans les années 70. Mon papa, paix à son âme, était le directeur de la coopérative de l'Office national du commerce algérien. Ça se faisait entre Africains, le troc. Pourquoi pas aujourd'hui? Et puis, ça ouvre des portes. Je vais donner un exemple de la Tunisie. Quand Kais Saïd a été élu par le peuple, il s'est réveillé avec un dossier brûlant. C'est que le directeur de la Banque nationale tunisienne, c'était l'ambassadeur de France. Celui qui avait précédé, en 2014, le président Merzougui, qui est un francophile avéré, il a signé un contrat avec la France et celui qui gère la banque tunisienne, c'est carrément l'ambassadeur de France, quel que soit l'ambassadeur. Ça, c'est grave. Donc, du coup, les Tunisiens, du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus rien acheter. C'est l'Algérie qui a fait un don et elle leur a prêté de l'argent.
Voilà. Donc, il y a toujours une possibilité quand il y a une solidarité. L'Algérie d'aujourd'hui, c'est un pays qui n'a pas de dette, zéro dette. Et puis, au niveau de la réserve, on se porte très bien. Donc, ça peut permettre aux Maliens d'être remerciés par rapport à ce qu'ils ont fait dans les années 60 pour l'Algérie, parce qu'ils l'ont fait pour l'Afrique. Alors, les Maliens se porteront très très bien sans la CEDEAO. J'espère que ça fera pareil pour les autres peuples qui vont s'affranchir de tout ça. Contribution. Et je retiens qu'il y a toujours une possibilité quand il y a la solidarité. Alors on va donner la parole à 3 de nos téléspectateurs et on reviendra, pourquoi pas, donner la parole à chacun d'entre vous, messieurs, pour soit des propositions, soit autre chose. Hein. Christian nous appelle depuis la France. Eh bien, on va commencer par lui. Christian. Bonsoir, Christian. Merci. Bonsoir, Président. Bonsoir, Président Banakani. Bonsoir, Linda. Bonsoir, l'autre invité. Désolé, je n'ai pas retenu le nom. C'est Christian Koueni depuis la France. J'appelle aujourd'hui par rapport à la situation et franchement, je vais féliciter déjà le peuple, le gouvernement malien qui a réagi tout de suite avec un communiqué des sanctions réciproques. Et je pense qu'il y aura des sanctions. Ils vont prendre d'autres dispositions à venir. Donc, je pense que de ce côté-là, moi, je fais confiance totalement au gouvernement du président Assimi Goïta. Et clairement, le peuple malien est prêt et on savait tous de toutes les façons que ce combat allait être difficile et la France ne va pas partir si on la traîne pas par les pieds et la botte hors du continent. Moi, je vais intervenir plutôt par rapport à nous, les panafricains, qui écoutons Afrique Média, qui soutenons le peuple malien et qui sommes loin du Mali. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis malien. Je suis définitivement et totalement malien. Et nous tous, nous devons être maliens. Donc, je pense que on doit tous, en tant que panafricains, entrer dans l'arène, dans la bataille, parce que on a le pouvoir d'appliquer des sanctions économiques à la France. Je le dis toujours, moi, depuis 2003, quand la France a saboté Camer à Paris, je ne prends plus Air France. Donc, et tous les Africains doivent savoir, par exemple, que Air France gagne l'argent sur les lignes africaines. Donc, la diaspora, quand vous allez au pays et que vous prenez Air France, vous continuez à faire que Air France soit compétitif. Parce que, à part les lignes africaines, ils ne gagnent rien. Ils ne sont pas compétitifs par ailleurs. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, je disais donc que nous devons boycotter tous les produits français. Nous avons ce pouvoir-là. C'est notre argent, c'est notre porte-monnaie. Donc, on peut appliquer des sanctions économiques à la France en n'achetant aucun service, aucun produit, rien avec la France. Et pour aller plus loin, il faudrait que chaque panafricain prenne la résolution cette année, comme c'est la nouvelle année, d'apprendre une vraie langue internationale. C'est nous, parce qu'on parle français, qui faisons que le français soit une langue importante. Si les 14 pays de la zone CFA ne parlent plus français, le français n'existe plus, c'est une langue locale. Donc, aujourd'hui, on doit arrêter de lutter de son canapé, on doit arrêter de dire que Dieu au contrôle, on doit arrêter de prier, on doit entrer dans la danse. C'est inacceptable ce qui se passe et on doit agir. On est dans un combat politique et en politique, il faut poser des actes forts. Et là, un des actes forts, c'est d'appliquer, nous, les sanctions en retour à la France. Parce que tout ça vient de la France. Donc, on peut le faire. Et pour terminer, je dirais simplement, pour terminer que Afrique Média a franchement fait un travail extraordinaire. Il faudrait continuer dans ce sens-là et on est de tout cœur avec Afrique Média. On vous soutient. Merci. Le monde, c'est nous. On est tous maliens aujourd'hui. Merci, très cher Christian. On va essayer d'y aller rapidement, bref et précis, s'il vous plaît. Nous sommes également tenus par le temps et Delphin nous appelle, notre cher Delphin, depuis Gitega au Burundi. Bonsoir, Delphin. Mon très cher frère Bachir, je vais essayer d'être bref comme tu le demandes, vu le temps. Donc, je salue les invités. Ils m'ont reconnu, je les ai reconnus. Sauf peut-être le grand frère depuis les États-Unis. Je lui transmets aussi mes salutations. L'essentiel a été dit, mais j'espère que ce sujet reviendra.
parce qu'il faut il faut qu'on aille encore plus dans les détails. Mais je remercie vraiment le président du nouveau mouvement populaire et notre sœur algérienne, Jaziria, d'avoir bien décrit que tout ce blabla-là n'est que du bluff. Déjà, je puis garantir la voix du Burundi à l'Union africaine. Le Burundi ne s'inscrirait pas du tout dans cette hypothèse. Le Burundi lui-même a subi ce type de sanctions courant 2016, et vous savez tous où on en est aujourd'hui. Donc, pour ne pas m'éterniser au standard, je vais faire une comparaison entre la Russie, donc l'Union soviétique du clairvoyant Brezhnev, qui a apporté son soutien aussi bien politique, géopolitique que militaire. Au petit Vietnam, qui est encore le grand Vietnam, qui est devenu, et je vais placer le Mali du Vietnam. Donc, je crois que vers la fin, ça s'est coupé avec Delphin. Du Vietnam. Ah, d'accord. Ensuite, régler définitivement le cas de ces gens qui veulent vous imposer la terreur, sans parler du nain géopolitique qu'est l'Élysée. Donc, Afrique Média, le monde c'est nous. Je vous rends le micro. On est ensemble. Merci, très cher Delphin. On est ensemble, comme vous l'avez dit, le monde c'est nous. Et bien sûr, Peter qui essaye de nous joindre. Peter qui me fait savoir ici qu'il a un certain nombre d'informations importantes. Je crois qu'il est déjà au bout du fil. Milo, on y va avec Peter. Bonsoir Peter. D'accord. Alors, il y a une dame qui nous appelle, c'est ça? Oui. C'est Madame Cissé depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, cher ami. Cette situation d'embargo au Mali, là, cette situation, loin de nous désoler, elle nous invite plutôt à réfléchir sur notre condition pour arracher notre histoire au scandale du non-sens et envisager à partir du message de la CEDEAO n'est rien, envisager un autrement qu'être de l'Afrique. Un autrement qu'être de l'Afrique. Moi, je viens d'un pays où on a subi les mêmes choses. Et pire, et là encore, le Mali a la chance de ne pas être combattu militairement par ses pays voisins. La Côte d'Ivoire a été combattue militairement par les pays voisins qui ont aidé la France. Mais malgré ça, nous avons fait fi de tout ça et nous en sommes sortis. C'est-à-dire que sans même quand il y a un embargo, je trouve que la Côte d'Ivoire se portait mieux. L'embargo, les décisions prises n'ont eu aucun impact sur la Côte d'Ivoire. Ça n'a eu aucun impact, sauf sur au niveau des médicaments importés, puisque nous n'avons pas d'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, ça n'a eu aucun impact. Donc, et je demande au président Assimi Goïta de prendre la tâche avec certains responsables ivoiriens qui ont géré avec maestria la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Avec maestria, je vous dis. Maintenant, moi, ce que le président Laurent Gbagbo devait faire et qu'il n'avait pas fait en son temps, c'est la nationalisation de toutes les entreprises étrangères qui sont au Mali. Et puis, battre monnaie deuxième. Premièrement, d'abord, battre monnaie et nationaliser toutes les entreprises étrangères. Il vient de faire un grand pas, le président Assimi Goïta. Il a demandé à tout le contingent africain de quitter le territoire avant 72 heures. Ça, c'est une très bonne décision. Maintenant, ceux qui vont rester seront considérés comme des ennemis. Seront considérés comme ennemis du Mali. Le président Assimi Goïta a tout notre soutien. Il a tout le soutien des Africains. Parce que cette CEDEAO, c'est une merde. C'est des chefs d'État sans personnalité, des gens sans opinion, des gens sans dignité, et c'est une honte pour l'Afrique. On n'a pas, quand les pères fondateurs créaient la CEDEAO, c'était une CEDEAO des peuples qu'on a mis sur place. Mais c'est pas une CEDEAO pour venir tuer les peuples, c'est pas loin de là. Aujourd'hui, à quoi on assiste? Chaque chef d'État qui est là-bas, ce sont des gens mal élus. En fait, ils sont en train de se préserver parce c'est des violets de constitution. Des grands violets de constitution peuvent donner des leçons à un pays souverain comme le Mali. Je dis non. Et ça, c'en est de trop.
Ça, c'est la mort de la CEDEAO. C'est la mort de la CEDEAO. Prenez attache avec des personnes de ressources en Côte d'Ivoire. On va vous aider à gérer cette crise-là. Déjà que militairement, vous êtes assis. Je vous remercie, Bachir, parce que nous sommes nombreux. Constaté d'ailleurs sur notre live Facebook, c'est un peu une émission qui fait des records également. Président Bandakani, je me retourne vers vous. Alors, on va essayer de gérer notre temps en allant vers l'essentiel. Vous avez la parole, Président Bandakani. Bachir, à la suite de Madame Linda et de mon ami Eke, elle vous a cité ce que l'embargo a fait pour l'Algérie. Oui. L'embargo a développé l'Algérie. Je voudrais ajouter à la liste des pays qu'elle a cité, Bachir, l'Érythrée à 2 pas de vous. L'Érythrée, c'était à l'Éthiopie là-bas, c'est dans la zone de la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie, l'Érythrée a gagné sa guerre de, Bachir, de libération contre tout le monde entier. L'Érythrée, c'était pratiquement, sa guerre de libération a duré 30 ans. Bachir, est-ce que vous vous rendez compte? Je dis bien seul. Alors, l'expérience de l'Érythrée, on n'en parle pas parce que ça fait honte, n'est-ce pas, aux Occidentaux. On préfère vous parler du Botswana, un faux pays comme ça. Hein? On préfère vanter le Botswana comme étant un modèle. Je dis bien, c'est un faux pays, le Botswana. On ne parle jamais de l'Érythrée. Bachir, il y a l'expérience du Cuba. Le Cuba. Oui. Sous l'embargo, le Cuba a fait des miracles, mon cher Bachir. A fait des miracles. Et ces miracles-là ont été reconnus, n'est-ce pas, par ceux qui ont mis le Cuba sur l'embargo. Oui. Donc il y a plein d'exemples, Bachir, dans l'histoire, où l'embargo booste plutôt, n'est-ce pas, le génie d'un pays. Oui. Bachir. Quand il finit de dire ça, je prends les arguments que ce qu'on appelle président là, hein, les bandits et des criminels, les ennemis du continent africain, que la France a habillé en chef d'État, Bachir, et nous oblige à appeler chef d'État. Bachir, beaucoup de masques tombent. Hein. Vous savez, on a vanté les pays dits anglophones. Afrique de l'Ouest, anglophone, oui. On a vanté la soi-disant intégration sous-régionale avec la libre circulation de biens et de personnes. J'ai passé le temps à crier ici depuis 10 ans que c'est une escroquerie, qu'il n'y a aucune intégration en Afrique de l'Ouest. J'ai passé le temps à le dire. Les gens voient. Les gens voient que l'Afrique de l'Ouest est la zone la plus arriérée politiquement. Je ne parle pas des peuples, hein. Je parle de l'histoire disant président. C'est la zone la plus arriérée du continent. Parce qu'elle est dans les ténèbres de la France. Et ces présidents se plaisent dans ces ténèbres-là. Ils sont d'abord eux-mêmes des ténèbres, mon cher Bachir. Lisons les arguments des présidents. Ils vous disent que, 1. C'est l'échec des autorités de la transition du Mali à organiser les élections présidentielles d'ici le 27 février 2022, contrairement à l'accord conclu avec l'autorité de la CEDEAO. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi on parle d'autorité. C'est une explication juridique, mon cher Bachir. L'autorité de la CEDEAO, le 15 septembre 2020, et à l'engagement de la charte de la transition. Voilà le premier argument, n'est-ce pas? Le premier argument, que les soi-disant présidents de la CEDEAO réunis en autorité. En autorité, notez bien, on met en avant pour justifier. Bachir, la France a violé combien d'engagements à l'égard du Mali? Pour la CEDEAO. Alors que ce que la France fait est concret, je vous rappelle, aux principes fondamentaux de la CEDEAO. La France a violé combien d'engagements? L'ONU a violé combien d'engagements à l'égard du Mali? L'ONU a volé les articles de sa charte. Elle a violé les résolutions, la MINUSMA a violé les résolutions de l'ONU, 2 résolutions de l'ONU qui obligeaient la MINUSMA à faire la guerre aux terroristes. Et quand la MINUSMA vient au Mali, ils disent au gouvernement malien que nous ne sommes pas ici pour ça. Or, les 2 résolutions, je crois, une résolution 2100, une résolution 2100, une résolution 2164. Si mes souvenirs sont bons. Mais je les ai à la maison. Explique clairement à la MINUSMA, Bachir, de traquer les terroristes. C'est écrit. La MINUSMA vient au Mali et dit au gouvernement malien que, monsieur, nous ne sommes pas ici pour ça. Parce que la MINUSMA est dirigée au Mali par la France. Pour aller comme mon cher Bachir. La France a transformé l'opération Serval en Barkhane sans consulter un seul Malien, mon cher Bachir. La CEDEAO ne dit rien, mon cher Bachir. Deuxième argument de la CEDEAO. L'absence de progrès tangible dans la préparation des élections, malgré la volonté de la CEDEAO et de tous les partenaires régionaux et internationaux d'accompagner le Mali dans ce processus. Écoutez bien, Bachir. Oui. Compte tenu de l'impact, écoutez bien, de l'impact déstabilisateur sur le Mali et sur la région. Écoutez bien,
créé par la transition au Mali. Mon Dieu. Donc, pour la CEDEAO, c'est la transition malienne qui est potentiellement déstabilisatrice pour la sous-région et pour le Mali. Mais vous vous rendez compte, Bachir? Donc, ça veut dire quoi? Le fait que le Mali soit occupé à 80% de son territoire par les terroristes n'est pas déstabilisateur pour la CEDEAO. Oui. Il faut bien analyser un discours écrit par des soi-disant présidents, avec leurs experts qui ont 1000 doctorats chacun. Bachir. C'est-à-dire que ces soi-disant présidents-là, n'est-ce pas? Ces soi-disant présidents se sont assis et disent ceci. Bachir, c'est le communiqué officiel, le monde entier doit nous entendre. Ils disent que c'est l'absence de progrès tangible dans la préparation des élections, malgré la volonté de la CEDEAO et de tous les partenaires régionaux et internationaux d'accompagner le Mali dans ce processus, compte tenu donc de l'impact déstabilisateur sur le Mali et sur la région, créé par la transition, l'autorité décide d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO qui devra être prête à toute éventualité. Bachir, c'est très grave. C'est pourquoi c'est très grave. Vous me le dites. C'est de l'idiotie. Pourquoi? Ce ne sont pas des présidents, ça. Ils mettent des vestes, ils prétendent d'être élus, mais ils sont d'une nullité possible. Comment les experts peuvent savoir écrire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEDEAO est une organisation pro-terroriste. C'est eux-mêmes qui viennent de le dire. Parce que pour eux, le terrorisme là, c'est moins menaçant que la transition. Non, vous êtes gentil. Oui. Elle n'est pas menaçant, n'est pas déstabilisateur. C'est écrit. Ce qui est déstabilisateur pour eux, c'est la transition malienne qui refuse d'organiser ce qu'ils appellent élection. Le monde entier est témoin. Aucun Africain ne va dire qu'il ne connaissait pas. C'est écrit. C'est le communiqué. Ce n'est pas des soi-disant présidents. Donc, parmi eux, des docteurs en doctorat. Il y a un parmi eux qui a fait l'université même au ciel pour être le plus grand économiste de la terre du ciel. Il est en Côte d'Ivoire. Vous avez parmi eux un autre qui est au Burkina Faso. C'est-à-dire ce sont des génies tous. Ils se sont assis et leur génie réuni a produit un truc comme ça. Ou devant le monde entier, ils disent clairement qu'ils sont une organisation pro-terroriste. Mon cher Bachir, c'est écrit. On va aller plus loin. L'autorité. Tout à l'heure, je vous dis ce qu'on appelle autorité en droit. C'est un sens, le mot autorité, Bachir. L'autorité reste profondément préoccupée par le rapport cohérent sur le déploiement d'agents de sécurité privés au Mali. Écoutez bien, le rapport cohérent sur le déploiement d'agents de sécurité privés au Mali avec son impact potentiellement déstabilisateur. La bêtise se répète encore. Déstabilisateur sur la région de l'Afrique de l'Ouest. Bachir, c'est quel rapport qui est cohérent? C'est quel rapport? Mais des rapports contre Wagner. Quel rapport? Bon, écoutez. La France, État criminel, dirigé par des criminels, a demandé matin mon histoire sur Wagner. Eh bien, quand le Parlement français, le Sénat français, a invité Mme Parly, celle qui s'est fait appeler ministre de la Défense, qu'est-ce qu'elle a dit au Parlement français? Les vidéos existent. Elle a dit ce n'est qu'une rumeur. Elle a dit qu'on n'a pas les preuves que Wagner est là. Mme Parly. Mais où est-ce que la CEDEAO sort les preuves que Wagner est au Mali? Mais ce sont des présidents, ça. Et vous voulez nous obliger, nous, Africains, d'appeler les gens là président? Mais ce sont des mercenaires. Que nous, on doit appeler Ouattara, Bazoum, Kaboré, président. Bachir. Mais c'est toi qui as écrit ça. Ils ont écrit ça, Bachir. C'est écrit. Où est-ce que Wagner, que la CEDEAO amène une seule preuve que Wagner est au Mali? Que Wagner ait été en Libye ou en Centrafrique? Mais la Libye, c'est pas le Mali. La Libye, c'est au nord du Mali, n'est-ce pas? La Centrafrique, c'est l'Afrique centrale. Mais qu'on nous apporte la preuve qu'il y a un agent de Wagner au Mali. L'État malien traite officiellement avec l'État russe, mon cher Bachir. Et pour la circonstance, Monsieur Sergei Lavrov, oui, j'ai terminé. Monsieur Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, vous a dit ceci dans un tweet. Il dit ceci, il dit que dites aux dirigeants français que on ne peut pas avoir détruit la Libye en transportant les djihadistes pour faire ce travail et prétendre combattre les mêmes djihadistes au Mali. Vous comprenez? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les soi-disant présidents de la CEDEAO écoutent ça? Mais c'est de la logique, non? Ils peuvent faire écouter Bachir. Ce sont des mercenaires. Vous comprenez, mon cher Bachir? Il y a plus grave. Parmi les signataires, moi je ne vais pas les citer, même Georges Weah, voilà, est l'ancien footballeur reconverti en président, après avoir fait un stage de franc-maçonnerie, il vient signer ça.
Ça se prend qui? Il représente son pays, le Libéria. Quoi? Il représente son pays, le Libéria. 10 secondes et je reprends la parole. Je suis en train de chuter. Oui. Ce qui est plus grave, c'est quoi, Bachir? Mon Dieu. Kaboré a signé ça. Kaboré, son pays est à terre. Son état-major lui a dit que c'est la France qui va le payer à terre. Kaboré a signé ça. Il a été élu démocratiquement. Au Burkina Faso. Il a été élu à 1000% démocratiquement. Il a signé ça, Bachir. Un incompétent notoire comme président. Un incapable. Son pays est à terre. Massacré par les Français. Son armée est à terre. Il n'est pas en mesure de payer une seule tenue à ses militaires. Il va signer un truc comme ça. Kaboré. Kaboré. Et monsieur que nous on a soutenu ici. On a soutenu par, comment on dit ça? On appelle ça quoi? Ça bénéfice du doute. Merci. Par bénéfice du doute. Bachir, tu le sais ici. Oui. On a fait des émissions pour le soutenir. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Mais un nulard. Allez, président Mandakani, le mot il est très fort. Les mots sont très forts et c'est pas là que je reprends la parole. Comment ton pays est à terre? Je me comprends. Oui. Comment ton pays est à terre? Et je comprends. Il meurt tous les jours, ton pays est à terre. Oui. Monsieur Bachir. Président Mandakani. Je prends la parole, je prends les gens à témoin. Oui. Monsieur capitaine, Kaboré et Bazoum. La population Bachir sont sortis pacifiquement dans la rue pour dire le convoi militaire français ne passe pas ici, pas pourquoi? Parce que la France parlait des terroristes dans le Sahel. Bachir, la France a tiré sur les gens, même lui, Bachir. Qu'ont fait les deux présidents que vous appelez présidents? Kaboré a envoyé son ministre des Affaires étrangères à RFI, inciter son peuple, Bachir. Vous avez vu ça où? Monsieur Bazoum a applaudi la France d'avoir tiré sur les Nigériens. Vous voulez que nous, on continue par la diplomatie de merde et appeler ces gens présidents? Allez, merci président Mandakani. Ils vont tous tomber. Allez, président Mandakani, merci. Oui, je reprends la parole. Je reprends la parole. Merci à Peter merci président Mandakani et merci à Peter surtout d'avoir attendu. On va donner la parole à Peter avant de refermer avec nos chers Linda Larbaoui et monsieur Eke. Peter, très rapidement, vous avez la parole, très cher ami. Merci déjà d'avoir patienté longtemps au standard. Oh, c'est moi qui dis merci au call center et je dis aussi bonjour à vos invités, Madame Linda, Président Mandakani. Monsieur Bachir, je vais être très bref. J'ai écouté l'exposé de vos intervenants. Moi, j'ai eu écho depuis hier que le Quai d'Orsay avait tout manigancé et mis le pistolet derrière la nuque de tous ces présidents qui utilisent le franc CFA et tous les présidents pilotes. J'appelle président pilote tous ceux qui sont dans les pays lusophones et anglophones. Monsieur Weah, il est français, donc ça, il faut pas se prendre la tête, vous comprenez? C'est Paris via Monaco qui a financé son élection pour qu'il soit là. Donc, il a intérêt à protéger les intérêts de Français. Ça, c'est un, pour rejoindre le président Mandakani. Deuxième chose que je veux dire, c'est que le Mali a applaudi ce que la CEDEAO a signé sous la demande de Paris parce que M. Macron, il est très rancunier. Comme il avait fait les anti-vax ici en France, il a parlé très mal à eux. Ça fait très rire. Et je n'étais pas étonné de la réponse parce que j'avais, dans vos émissions passées, interpellé des téléspectateurs si ce qui va se passer. Et j'ai dit que January 2022 jusqu'à June serait très, très, très fatidique pour l'Afrique parce que ça va commencer au Mali et puis ça va s'achever au Cameroun. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour terminer, M. Bachir, troisième chose que je vais ajouter, c'est que le Mali a décidé déjà de prendre des dispositions parce qu'elle connaissait le contenu de la décision qui avait été prise. Donc, il y a sa nouvelle monnaie qui va sortir bientôt. Et je vais vous dire aussi que ça ne gêne pas le Mauritanie actuellement d'être tranquille. Hein. Il a sa propre monnaie Ouïgouya. Il n'est pas dans le CEDEAO. Il vit très bien. Et je pense que le Mali peut très bien vivre sans le CEDEAO. Et puis, elle peut trouver un autre point de chute. J'appelle point de chute un port, parce qu'il y a le port d'Oran en Algérie. Et comme l'Algérie est très avancée en matière d'infrastructure, ça ne gênera pas de pouvoir faire des escortes des marchandises en Interland via Bamako. Ça, c'est un. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va souffrir parce que elle tire beaucoup le bénéfice de comment on appelle ça, de logistique sur le Mali. Ça, c'est quelque chose de très important. Peut-être que M. Alassane n'a pas pensé, mais ça va être très, très crucial. Et les Maliens, et je vais terminer, M. Bachir, je donne 10 ans, si Afrique Média est toujours là, et elle sera là, Dieu merci.
le Mali va avoir le même niveau de vie que le Nigeria parce que le plan Marshall de reconstruction du pays a commencé. Si les gens ne le savent pas, Assimi Goïta parle très peu, mais il agit et on verra par la suite. Merci beaucoup. Bye. Très cher Peter, et bien sûr, vous l'avez dit, et nos sources quand même nous parlent de cette monnaie. C'est vrai qu'on n'a pas encore recoupé l'information. Cette monnaie en gestation au Mali qui pourrait être arrimée au rouble. Et nous demandons un petit mea culpa à nos téléspectateurs très nombreux qui voulaient réagir. J'ai vu Lamine Diop, Abou d'Angleterre, vous êtes très nombreux. Avec la direction des programmes, on verra comment ramener ce sujet. Et pourquoi pas, demain, dans le cadre d'appel sur le continent, vous aurez l'occasion de vous exprimer librement. Eh bien, en attendant, puisque nous sommes toujours dans le sillage des dernières informations, je peux lire ici que le Mali a demandé aux Nations Unies de retirer tous les soldats au Mali dans le cadre de la MINUSCA appartenant au pays de la CEDEAO. Tous les soldats appartenant au pays de la CEDEAO. Donc, le Mali demande aux Nations Unies leur départ sous 72 heures. Eh bien, on donne donc 2 minutes à notre cher monsieur Eke pour certainement d'autres pistes de solutions pour les autorités maliennes. Merci, Bachir. Je crois que les solutions ont été évoquées déjà. Apparemment, c'est déjà en gestation, ce qui montre effectivement que le gouvernement malien a anticipé tout cela et je suis très heureux d'entendre, n'est-ce pas, votre interlocuteur, plutôt votre téléspectateur précédent, n'est-ce pas, qui mentionne, n'est-ce pas, le fait que le gouvernement malien prépare une monnaie. C'est l'une des solutions. Je crois que c'est l'essentiel dans ce conflit, c'est ça, c'est la solution majeure, c'est que les peuples africains doivent se doter de leur propre monnaie pour justement éviter des situations comme celle-là où un groupe de personnes se réunissent et décident de la mort d'un pays. N'est-ce pas? Donc, cela a été fait par le passé par la Guinée, et la Guinée existe toujours. Il y a beaucoup d'autres États qui ont leur monnaie et qui ne s'en portent pas moins mal. Donc, je veux dire que il serait opportun que donc le Mali, n'est-ce pas, il est crucial à mon avis d'ailleurs que le Mali crée sa propre monnaie et sa propre banque centrale qui peut être arrimée sur plusieurs monnaies, comme on le dit régulièrement, n'est-ce pas, en ce qui concerne le franc CFA et les monnaies n'est-ce pas, des pays de la zone franc. Le Mali peut en outre lancer également, n'est-ce pas, des ventes de bons de trésorerie qui permettront, n'est-ce pas, aux Maliens de pouvoir, à travers cette nouvelle monnaie, n'est-ce pas, trouver le capital nécessaire pour pouvoir gérer le pays dans les meilleures conditions. Et ça peut permettre même aux autres Africains à travers le monde, notamment la diaspora, n'est-ce pas, de contribuer au développement du Mali et de renforcer cette monnaie. Cette monnaie qui peut être d'ailleurs basée sur l'or que le Mali possède à profusion. Alors que le dollar aujourd'hui, tout le monde le sait, n'est plus basé sur l'or, il est basé plutôt sur le pétrole, et ce qui fait que il y a tous ces problèmes en fait, notamment n'est-ce pas, le renversement du président libyen, le général comment on l'appelle encore, donc le président Kadhafi de la Libye. Président Kadhafi, voilà, Oui. Ça m'échappe un petit peu. Président Kadhafi de la Libye. En fait, le problème fondamental de Kadhafi, c'est justement parce qu'il voulait créer une monnaie qui serait basée sur l'or et donc qui permettra à l'Afrique d'être indépendante. On sait cela par, n'est-ce pas, des informations ici qui ont été publiées par des journalistes américains qui ont fait un travail sérieux à travers, n'est-ce pas, les messages, les courriers, n'est-ce pas, de Madame Clinton et n'est-ce pas, et du gouvernement Obama à l'époque. Donc, on connaît cela. Donc, il me semble également que le Mali devrait renforcer ses relations, n'est-ce pas, avec la Russie, avec l'Algérie et tous les autres pays qui peuvent lui apporter un soutien, n'est-ce pas, pour pouvoir tenir bon et continuer à gérer son économie, parce qu'en fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir faire tomber ce gouvernement. Et je crois que tout le monde le comprend, tout le monde le voit. Et grâce à Afrique Média, n'est-ce pas, le peuple africain est plus ouvert et voit
n'est-ce pas, et comprend bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est un élément important, d'où, n'est-ce pas, tout ce qu'on entend de Paris qui se plaignent, n'est-ce pas, du fait que la France est devenue un bouc émissaire pour tous les peuples africains, etc., etc. Bref, le sentiment anti-français dont on a entendu parler. Mais en fait, il s'agit d'une prise de conscience des peuples africains qui, avec la jeunesse qui est très forte aujourd'hui, avec les pressions financières, les pressions sociales, etc., n'est-ce pas, cherche des voies et des solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc, voilà un petit peu comment je pourrais clarifier, apporter comme proposition. Le Mali devra créer sa propre monnaie et s'assurer que elle est très bien soutenue, éventuellement par de l'or, et permettre aux peuples africains à travers le monde de pouvoir participer, n'est-ce pas, à la création monétaire et apporter des sources de financement dans ce pays, et renforcer les liens avec la Russie, l'Algérie et la Mauritanie et d'autres pays africains qui pourraient permettre à ce pays de pouvoir mieux s'émanciper dans l'avenir. Voilà un petit peu les solutions que j'ai. Merci. Merci à vous, très cher Monsieur Eke. Je vous rassure tout de suite que nous sommes très suivis par les autorités maliennes et qui certainement prendront en compte ce que vous dites. Linda Larbaoui, avec vous, on referme cette édition. Écoutez, la Mauritanie, quand elle avait décidé de créer sa monnaie, c'est l'Algérie qui l'a frappée et c'est l'Algérie qui l'a aidée. Super. Voilà, je donne déjà cette information. Deuxièmement, l'Algérie, au niveau de l'FMI, c'est un pays créancier. Zéro de dette extérieure. Et nous sommes très très bien placés au niveau de la réserve d'or mondiale. Il y a déjà un précédent dans tout ça. C'est pour ça que quand je parle des fois, je dis ils sont très très bien entourés, les Maliens, et leur intérêt c'est de tourner le dos à tous ceux qui ne veulent pas s'affranchir. Je ne parle pas des peuples. Voilà, je parle des gouvernements fantoches que nous avons en Afrique. J'ai une information, Bachir, je l'ai appris tout à l'heure quand M. Bandana Kani parlait. Air France a suspendu ses vols vers le Mali. Voilà, ça rentre dans les sanctions. Mais bonne nouvelle, c'est que l'Algérie avait déjà prédit et il y a des vols qui vont jusqu'à Tamanrasset et des navettes qui vont jusqu'au Mali. Vous voyez, il y a bien des gens qui travaillent et qui ont les bonnes informations. Donc, au niveau du Sahel, je suis très confiante. Si le Sahel se libère, pourquoi l'Occident base toute son intention au Sahel? Parce que tout se passe là. Comme le savaient les anciens, ceux qui se sont battus pour libérer l'Afrique. Donc, il y a les choses qui se passent très, très bien. Concernant le boycott, il y a déjà depuis 3 ans un boycott des produits français. Elle a perdu à peu près 20% de son marché, son marché extérieur à cause de ça. Ça a été lancé par le Pakistan, par le peuple pakistanais. Donc, il y a déjà un boycott. Vous allez sur Internet, vous cherchez boycott produits français. Et puis les panafricanistes vont trouver. Donc je n'ai jamais compris, c'est la 3e fois que j'en parle, je n'ai jamais compris pourquoi les panafricanistes continuent là-dessus. Aussi, en ce moment, il y a une négociation entre le Mali et l'Algérie par rapport à Alger Télécom. Donc, qui parle de télécom, parle d'Internet, parle d'espionnage, voilà. C'est très très important de sortir de France Télécom. Donc, il y a des négociations qui vont aboutir incessamment sous peu où le Mali aura Internet algérienne et téléphonie algérienne qui leur permettra de préserver un petit peu les informations. Concernant les consulats et les ambassades, ça aussi une information que les panafricanistes devraient comprendre. Si on prend l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui s'appelait Bernard Aimier, je pense, et ben aujourd'hui ce monsieur est à la tête de la DGSE, des services secrets français. Donc si le Mali se débarrasse de quelques ambassadeurs qui jouent le rôle des rapporteurs, ben tant mieux, il ne fera que préserver le Mali.
Donc il y a tout ça qui est en train de se mettre en place. Et encore une fois, je suis très confiante. Et je remercie Afrique Média pour tout ce que vous faites pour tous ces peuples-là, même pour nous les Algériens à un moment. Ça a donné des bonnes choses. Et puis, restons solidaires. Merci Linda Larbaoui, rassurez-vous, si le slogan est Afrique Média, le monde c'est nous, c'est parce que, comme le dit le président Bandakani, on regarde toute l'Afrique et vive le panafricanisme. Merci à M. Eke, à Linda Larbaoui, au président Bandakani. Très rapidement, je referme l'ordinateur pour dire que l'émission est terminée. Ne bougez surtout pas puisque le grand journal africain, c'est dans quelques minutes seulement sur Afrique Média, la télévision panafricaine.